Le roman de Renard, 45e aventure. Comment Renard, Messire Noble le roi et Grimbert firent de beaux discours qui ne persuadèrent personne, et comment Messire Noble donna connaissance à Renard de l'acte d'accusation. L'arrivée de Renard et de Grimbert causèrent un grand mouvement dans l'assemblée des barons. Il n'y eut bête qui ne témoignât la plus vive impatiente de soutenir l'accusation. Isengrin, le connétable, aiguise même déjà ses dents, dans l'espoir que le champ lui sera donné. Tibère et Brun brûlent de venger, le premier sa queue perdue, le second le chapeau rouge qu'il a rapporté. Chanteclair se dresse sur ses ergots, près de Rognos qui gronde et aboie d'impatience. Mais au milieu de toutes ces démonstrations de haine et de fureur, Renard, redevenu lui-même, affecte une apparente tranquillité. Il s'avance d'un air serein jusqu'au milieu de la salle, et après avoir promené lentement ses regards fiers et dédaigneux à droite, à gauche et devant lui, il demande à être entendu, et prononce le discours suivant. Sire roi, je vous salue, comme celui qui vous a rendu meilleur service, à lui seul que tous vos autres barons réunis. On m'a diffamé auprès de vous. Mon malheur a voulu que je n'ai jamais joui tout un jour de votre bienveillance. On me dit que, grâce aux flatteurs qui vous entourent, vous voulez me faire condamner à mort. Peut-on s'en étonner, quand le roi se complaît dans le rapport de gens sans honneur, quand il répudie le conseil de ses barons le mieux éprouvé. Dès que l'on abaisse les têtes pour exalter les pieds, l'État doit trouver en mauvais point. Car ceux que nature a fait serfs ont beau monter en puissance, en richesse, ils ont toujours le cœur servile, et leur élévation ne sert qu'à faire aux nobles de cœur et de naissance tout le mal possible. Jamais chien affamé ne se contentera de lécher son voisin. Les serfs ne sont-ils pas le fléau des pauvres gens? Ils conseillent le changement des monnaies pour enfler leurs bourses. Ils rongent les autres et profitent seuls de toutes les iniquités qu'ils ont provoquées. Mais je voudrais bien savoir ce que Brun et Tibère viennent réclamer de moi. Assurément, ils peuvent, avec l'appui du roi, me faire beaucoup de mal, qu'ils aient tort ou raison. Mais enfin, si Brun fut surpris par le vilain Lanfroy, comme il en mangeait son miel, qui pouvait l'empêcher de se défendre? N'a-t-il pas des mains assez larges, des pieds assez grands, des dents assez fortes, des reins assez agiles? Et le digne Tibère fut pris et mutilé pendant qu'il mordait rat et souris. En quoi cela peut-il m'atteindre? Étais-je maire ou prévôt pour lui obtenir réparation? Et comment viendrait-on me demander ce qu'il ne saurait pas en mon pouvoir de rendre? Pour ce qui regarde Isengrin, en vérité je ne sais que dire. S'il prétend que j'aime sa femme, il a parfaitement raison, mais que cela désole le jaloux, je n'en puis. Parle-t-on de murailles franchies, de portes rompues, de serrures forcées, de prongs brisés? Je ne le suppose pas. Quelle est donc l'occasion de la clameur levée? Mon amie, la noble dame Hersant, ne me reproche rien. De quoi se plaint donc Isengrin? Comment sa mauvaise humeur pourrait-elle entraîner ma perte? Non, sire Dieu m'en préservera. Votre royauté sans doute est très haute, mais je puis le dire en toute assurance, je n'ai si longtemps vécu que pour faire, envers et contre tous, acte de dévouement et de fidélité à votre endroit. J'en prends à témoin le Dieu qui ne ment pas, et Saint-Georges, patron des preux chevaliers. Maintenant que l'âge a brisé mes forces, que ma voix est fêlée et que j'ai même assez de peine à rassembler mes idées, il est peu généreux de m'appeler en cour et d'abuser de ma faiblesse. Mais le roi commande et j'obéis. Me voici devant son fauteuil. Il peut me mettre en chartre, me condamner au feu, à la hart. Toutefois, à l'égard d'un vieillard, la vengeance serait plus généreuse. Et si l'on pendait une bête telle que moi sans l'entendre, je crois qu'on en parlerait longtemps. À peine Renard avait-il fini que le roi noble prenant la parole à son tour. « Renard, Renard, tu sais parler et te défendre, mais l'artifice n'est plus de saison. Maudite l'âme de ton père et de la mauvaise femme qui te porta sans avorter. Quand tu aurais toutes les ruses de la fauve ânesse dont parle le livre, tu n'éviterais pas la punition de tes nombreux méfaits. Laisse donc là ton apparente sécurité, s'il la renardit. Tu seras jugé puisque tu le demandes. Mes barons ici rassemblés décideront comment on doit traiter un félon, un meurtrier, un voleur tel que toi. Voyons, quelqu'un veut-il dire ici que ces noms ne te conviennent pas? Qu'il parle, nous l'écouterons. » Grimbert se leva. « Sire, dit-il, vous voyez que nous avons répondu à votre summance. Nous sommes venus nous incliner devant votre justice. Est-ce à dire pour cela qu'il convienne de nous traiter outrageusement, même avant d'entendre la cause? Voici Renard qui se présente pour faire droit et satisfaire à ce qu'on va lui demander. Si quelque clameur s'élève contre lui, vous devez, sire, laisser à la défense liberté entière et tous les moyens de repousser publiquement une accusation publique. » Grimbert n'avait pas encore cessé de parler quand se levèrent tous ensemble Isengrin le loup, Rognos le matin, Tibère le chat
Tieslin le corbeau, Chanteclair le coq, Pinte la geline, Drouin le moineau, et Couard le lièvre, sans parler de Brun l'ours, de Frobert le grillon, de la corneille et de la mésange. Le roi ordonne à tous de se rasseoir, puis lui-même expose les diverses clameurs levées contre Renard et soumises au jugement de la cour assemblée. Incidence. Ici, l'auteur original donne en entier ce qu'on appellerait aujourd'hui l'acte d'accusation. Il reprend l'une après l'autre les aventures que le premier livre a déjà fait connaître et qui sont le fondement du procès de Renard. Nous n'avons pas à le suivre dans ces répétitions. Nous tiendrons seulement compte de quelques aventures rappelées par Noble et dont nous n'avons pu retrouver la place. Comme elles figurent parmi les charges de l'accusation, nous sommes obligés d'en donner connaissance. Autrement, l'histoire de Renard serait incomplète. Le chien, Morroux, qui, dans une des prochaines aventures, se chargera de la vengeance du bon Druino, pourrait bien avoir été le frère de Rognos le matin, qui, dans l'affaire du serment, sans doute en souvenir des mauvaises soudées mentionnées plus haut dans la confession de Renard, s'était rendu l'instrument d'une fraude pieuse des plus hardies. Un des anciens historiens de Renard mit également sur le compte de Rognos le matin plusieurs des fâcheuses rencontres dont la voix publique voulait qu'Huisengrin eût été victime. Tout n'est peut-être pas à controuver dans cette attribution isolée, car le chien n'a jamais été de pair à compagnon avec Renard. On ne s'étonnera donc pas de le voir se prêter de bonne grâce au projet de vengeance d'Isengrin et de Druino. Quand nous aurons exposé ces nouvelles aventures, nous reprendrons la suite du procès.